Je vais parler en français, mais je crois qu'après, vous allez un petit peu mélanger le français, l'anglais. Mais voilà, écoutez, je vais parler en français. Donc, bienvenue à toutes et à tous dans notre auditorium de la Cité internationale des arts. Au nom de notre directrice générale, Bénédicte Alliot, qui malheureusement ne peut pas être parmi nous ce soir, puisqu'elle participe à une table ronde en Nouvelle-Aquitaine, je vous souhaite la bienvenue. Vous dire que ce soir, nous inaugurons donc un programme que nous avons monté en écho à la Biennale de Venise, à l'actualité de la Biennale de Venise, autour d'artistes et de commissaires résidents ou anciens résidents qui ont une actualité dans le cadre de la Biennale de Venise 2019. Donc ce soir, nous inaugurons cette rencontre modérée par Riyesen Naidu, commissaire actuellement donc en résidence à la Cité internationale des arts, et cette table ronde sur la Revue Noire avec la merveilleuse équipe fondatrice de la Revue Noire et la seconde en fait table ronde que Riyesen organise autour de la création de cette revue. La première a donc eu lieu en mai dernier lors de la Biennale de Venise. Et ensuite, je vous invite à regarder attentivement donc l'actualité sur notre site internet, puisque nous allons poursuivre dans les prochaines semaines ce programme de rencontres. Avec dès samedi, nous accueillerons l'artiste qui représente le pavillon du Kosovo, Alban Muja. Ensuite, nous allons poursuivre avec Joël Andriano Mearisoa mardi prochain. Nous organiserons également une table ronde ensuite avec Laure Prouveau et Martha Kirsenbaum. Et enfin, pour terminer, avec Angelica Mesiti qui représente le pavillon australien. Je ne veux pas être trop longue. Je laisse la parole donc maintenant à Riyesen Naidu, qui est entouré donc de Ngone Fall, de Simon Jamy, Jean-Loup Pivin, Pascal Martin Saint-Léon, autour donc de la Revue Noire. Merci, très bonne soirée. Merci Corinne. Je m'appelle Riyesen Naidu. Je suis sud-africain. Je commence en français déjà. Tout en français? Non, mais je vais essayer. Okay. Je viens d'Afrique du Sud, je suis commissaire et plus récemment j'écris sur l'art africain contemporain à Paris. Et aussi en même temps, j'ai fait un peu de recherche doctorale sur le même sujet. J'écris en anglais, hein? Et je veux juste remercier Revue Noire, la Cité internationale des arts, l'Institut français et l'Institut français en Afrique du Sud. Et je vais expliquer un peu. Parce qu'à la Cité internationale des arts, qui soutient cet événement, et aussi mon projet ici à Paris, parce que les jurys de Cité a accepté mon projet. Et après ça, on paye le logement. Et ça, mais le même temps... C'est combien? Non, on ne peut pas parler de ça. Mais le même temps, ça me donne l'opportunité à être à Paris et faire mes recherches, faire les rencontres. Et la directrice Bénédicte, elle me dit qu'elle est vraiment désolée pour ne pas être là ce soir. Elle est à Bordeaux. Et malheureusement, elle était... Hein? Oui. Et oui, elle est très frustrée, on peut dire. Frustrated. Oui, et moi, elle me dit aussi, je peux ajouter, elle est un peu angry, fâchée, à manquer cet événement. Et aussi, merci à Revue Noire pour participer à cette conversation et pour, comme on peut
fait ça accessible au public. Et à l'Institut français en Afrique du Sud, parce qu'il me soutient l'année dernière, quand j'étais à Paris en résidence. Et pour ça, je veux juste dire merci pour l'année dernière passée. Aussi, c'est le deuxième... hein? Ça va? Ça marche? OK. En fait, c'est la première fois que je parle en français à un public, en fait. Donc, Nous allons traduire. Et en fait, c'est la deuxième conversation sur Rive Noire. La première était à Venise, le 8 mai, et avec exactement les mêmes équipes qui est ici ce soir. Et en fait, c'est Jean-Luc Pavin qui me dit c'était un miracle pour les 4 personnes à être à Venise en même temps. Oui, tu me dis ça. Et en fait, donc, c'est le deuxième miracle ce soir. Parce que tout le monde est vraiment occupé et c'est pas facile à coordonner. Moi, j'ai fait les coordinations et c'est pas facile, en fait. Et oui, donc Jean-Luc Pavin, qui était éditeur-en-chef, rédacteur en chef. Non, directeur de la publication. Directeur et rédacteur, et on va rentrer de ça. Et Pascal Martin Saint-Léon, qui était éditeur artistique designer, directeur artistique. Simon Njami, editor and writer, one of the founding editors as well, along with Pascal. Éventuellement Jean-Luc. Bruno Tilliette, editor and journalist, qui n'est pas là ce soir. And Ngoni Fall, who joined the team in 1994. Initially working with Jean-Luc Pavin, and then also working on the issues, and then the 2 volumes on photography and on art. A brief introduction. Il y a quelques-uns qui comprennent anglais ici. Jean-Luc Pavin and Pascal Martin Saint-Léon are both architects. On va mélanger un peu. Pascal Martin Saint-Léon are both architects, with Jean-Luc working in Mali since 1977 and designing the National Museum of Mali in Bamako. But also writing and very interested in literature since very early on. Pascal has been editor and artistic director. They have curated many exhibitions together, especially on African photography, and I think also designed many buildings in Africa too, but I haven't looked too much into that. They did. And Jean-Luc has just published his memoirs in a book entitled Acte de Utopie, released late or early this year, 2019. Simon Njami is a writer and curator. He curated Bamako Rencontre for 4 editions, and the last 2 editions of the Dakar Biennale in Senegal. Njami has also curated Africa Remix and Divine Comedy, and many, many more large-scale exhibitions on contemporary African art. He is also author of the biographies on Leopold Sédar Senghor and James Baldwin. He likes writing, I think. Simon, a little bit. And Ngoni Fall, on my right, is an architect, art writer, editor, curator, and arts consultant. Ngoni has curated exhibitions in Africa, Europe, and the USA. She was a guest curator of the Bamako Biennale in 2001, and a guest curator at the Dakar Biennale in 2002. Ngoni has been a visiting lecturer in Egypt, South Africa, and in Niger. And she is the Commissioner General de la Saison Afrique 2020, a series of events which will take place in France from June to December next year. So
please join me in welcoming our guests here tonight. And I must say thank you to all of you for turning out in such great numbers. It's very good to speak to lots of people than to fewer people. OK. Donc, on va commencer. Directement. En anglais ou en français? Hein? Oui, français. Tout le monde va répondre en français, je pense. Mais moi, je vais te demander les questions en anglais parce que je ne veux pas... Il y a les malcompréhensions. Oui, donc c'est mieux. Donc il n'y a pas de malformation, ça va. Donc on va commencer. Revue Noire. What was Revue Noire? I speak of the magazine. Qui va répondre? Parce qu'il y a peut-être, excuse-moi, peut-être il y a quelques artistes de la cité qui ne connaissent pas Revue Noire et on peut juste, c'est toujours difficile. Oui, non mais juste une petite introduction. Surtout que c'est du papier, c'est une forme avant d'être un contenu simple. Donc c'est vrai que s'il n'y a pas la forme, si on ne connaît pas la forme, on a du mal à comprendre ce qu'est Revue Noire. À part ça, Revue Noire a fait un travail pendant 10 ans d'investigation sur l'ensemble du continent et de la diaspora africaine. Voilà. Non, vous pouvez parler un peu sur les combien d'éditions et Ngoné? Ça a duré 10 ans, l'histoire a duré 10 ans. Pour la revue, et ensuite la revue, les expositions, les films, un certain nombre de choses que nous avons faites ensemble, et les livres. Et puis ensuite, au bout de 10 ans, on a eu des problèmes majeurs et on a réduit la voilure. On ne fait plus que de l'édition, en plus au cas par cas. Voilà. Quelqu'un voulait ajouter quelques mots, Ngoné? Non, moi j'ai rejoint après, hein, de toute façon. Oui, ça, je sais que pour toi ça ne change rien, mais je suis pas. Juste pour que ce soit plus clair. Donc il y a 3 des fondateurs, 2 architectes, et à l'époque c'était l'écrivain qui avait 30 ans, il a eu 30 ans pendant 20 ans, c'est ce qui faisait croire aux gens, et Bruno Tillette qui était aussi journaliste, et moi je suis arrivée en 94, mais en fait par l'architecture, parce que moi j'étais jeune architecte et j'avais rencontré Jean-Loup et j'étais abonnée au magazine. Et c'est lui qui m'a détournée en fait de l'architecture. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai rejoint ce qui était une aventure éditoriale avec quelqu'un qui me payait pour découvrir un continent. Si on se rappelle les années 90, il n'y a pas Internet, il n'y a pas le téléphone mobile. La seule façon de savoir ce qui se passe en Afrique, il faut y aller. Et il y a quelqu'un, moi j'étais une militante panafricaine, et quelqu'un me dit, je te paye, pas cher, pas beaucoup, hein, c'était très peu, mais pour découvrir ton continent. Donc j'ai quitté sans trop de difficultés mon super boulot bien payé d'architecte, mais sans aucun regret, pour rejoindre ce qui pour moi était une aventure éditoriale et aussi une aventure humaine. Donc je dis souvent, c'était Ngoné et les garçons, puisque j'étais la seule nana. Merci Ngoné. OK. Attends, c'est bon. OK. Jean-Luc and Simon, I think, and Pascal, maybe this is directed to you because it was before Ngoné's time. But tell us about In the Black City, this project that was proposed for Paris for 1989 at La Villette. Can you talk a little bit about this, about the ideas behind this project? Non, c'était pas la Villette, c'était un espace qu'on aurait créé. Mais c'est le travail qu'avait fait Jean-Hubert Martin à La Villette et à Beaubourg, avec son exposition des magiciens de la Terre, qui ne nous a pas empêchés, parce qu'il n'avait rien fait contre, mais nous n'avons pas pu faire, nous, une exposition sur l'Afrique urbaine, sur les expressions contemporaines de l'Afrique urbaine, que nous avions programmée, qui était une énorme exposition, qui était en réalité, on recréait une ville imaginaire à Paris pour les manifestations du bicentenaire.
et ce qui était donc un énorme projet. Simon avait réussi à convaincre la fondation Daniel Mitterrand, mais enfin qui n'a pas été très loin avec nous. Et on s'est retrouvé avec un projet effectivement qui était magnifique. Le projet des Magiciens de la Terre était un projet magnifique. Jamais un projet n'avait pris autant de place. C'était l'époque, c'était le dernier étage de Beaubourg et les 10 000 mètres carrés entiers de la Villette, qui était consacré à ce concept qui était ce qu'il était et qui était assez magnifique. Mais nous, on ne pouvait pas exprimer ce qui nous semblait important, c'est-à-dire la culture d'aujourd'hui, ce que nous, on voulait partager avec avec un continent et ses créations qui nous rapprochaient les uns des autres. Voilà, c'était un petit peu une autre façon de montrer la modernité et l'urbanité. Voilà, donc, et dedans, nous avions mis un quotidien, enfin, on devait faire un journal qu'on a appelé par la suite Revue Noire, mais de ce projet magnifique qui dépendait de l'argent public, on s'est retrouvé avec un projet qui était juste la revue, ce qui était un petit peu notre vengeance, en disant, bah, écoutez, on ne peut pas faire ça, donc on va faire notre revue, et qui s'est appelée Revue Noire, mais qui aurait pu s'appeler autrement, quoi. Voilà. Mais c'était un projet qui était intéressant, je veux dire, même au niveau de la façon dont on aurait montré les différentes expressions. C'était un projet où il y avait de la danse, la musique, les arts plastiques, les arts appliqués, la danse, la mode, il y avait tout. Il y avait tout. C'était un projet global. Comme on a essayé de le faire en 95 ou 96, je ne sais plus, avec Suite Africaine, quand on a réussi à faire une exposition qui avait aussi cette ampleur. Hein 97. Qui a eu cette même ambition, sauf qu'on avait moins d'espace, mais on a réussi à pouvoir tout dire. On a réussi à recréer une densité, une complexité, voilà, qui nous semblait effectivement intéressant. Ce qu'on essayait de faire aussi dans chaque numéro de revue, pour n'être jamais la même chose. I mean, at the same time, just after that, this idea, there was Jean-Hubert Martin's Magicians of the Earth at Pompidou and La Villette, which presented Western artists with artists from the rest of the world. What about this approach, this selection? What was wrong with it in your view? C'était très bien. C'était très bien. On ne va pas parler des Magiciens de la Terre pendant 150 000 ans non plus. Voilà. C'était très bien. Voilà. T'exagères, t'as retravaillé avec lui 10 ans après, quand même, faut pas déconner, quand même. Mais non, parce que c'était pour faire autre chose. C'était tout d'un coup, on avait le sentiment d'avoir que toi, c'est ça qui était intéressant. Enfin, on a dit l'histoire 1000 fois. Enfin, il y avait des magiciens et des hommes, quoi. En gros, je me souviens avoir rencontré le commissaire en charge de l'Afrique en Côte d'Ivoire. Et je m'arrêterai à cet exemple. Il me dit, bon, est-ce qu'il y aurait des artistes que tu pourrais me recommander? Puis je lui dis d'aller voir 3 artistes. Et quand je l'ai revu plus tard, il m'a dit, mais tu ne m'avais pas dit qu'ils avaient fait une école des beaux-arts. Donc voilà. En gros, puis ça a donné lieu à la... Oui, je ne cite pas de nom. Et donc ça a donné naissance à la grande collection de Monsieur Citroën. Okay, no, but I think the question I'm asking is what was wrong with this kind of approach? I think that's the question I'm asking, because I'm sure we are all familiar with the Magicians de la Terre, which put contemporary Western artists against, it was meant to be 50-50. Half the artists were from the West, Boltanski and many other very contemporary conceptual artists. And most of the other artists, the other half, were artists like Esther Meshlangu and Sherry Samba, many other artists. But so I think the question I'm asking is what, in your view, is troubling about this?
I wasn't born. T'exagères. Pascal. Oui, t'étais né. Pascal. Pascal? Non, mais Jean-Luc. Quel expo? Magicien de la Terre. Non, parce que c'est revenu non, après on va. Soyons très clairs. Soyons très clairs. Nous n'avons pas créé Revue Noire contre les magiciens de la Terre. Les magiciens de la Terre ont existé, c'est pour ça que nous ne disons rien de méchant sur les magiciens de la Terre. C'est une vision du monde, c'est une façon de confronter un petit peu les espèces d'art rituel, pas loin de l'art brut, avec effectivement le top de la création internationale. C'était son propos. Nous, on s'en fout. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de montrer la création contemporaine, plutôt urbaine, dans l'Afrique d'aujourd'hui, que nous avons à partager. On s'en fout des magiciens de la Terre. Ça ne nous intéresse pas. OK, merci. And Revue Noire was investigative. I mean, at this point, when you started Revue Noire, because you didn't really know, I was listening to some of our previous interviews. At this point, you did not really know what was contemporary African art or what was on the continent. So in a way, it was an investigation when you embarked on this journey. Non, Revue Noire est vraiment l'illustration d'une idiosyncrasie, en ce sens que c'était vraiment quelque chose de particulier. L'un de nos propos, c'était que c'est bien les théoriciens de la théorie qui racontent ce qu'ils veulent, mais qu'il fallait aller voir ce qui se passe. Et ce dont nous parlions, personne ne savait exactement de quoi il s'agissait. Moi-même, à part le Cameroun, je ne connaissais rien de l'Afrique. Voilà. Donc nous sommes allés sur le terrain, non seulement pour comprendre les mouvements dont nous voulions parler, contrairement, encore une fois, aux spécialistes de la spécialité qui, depuis leur chaire universitaire, racontent n'importe quoi. Nous allions sur le terrain et surtout nous travaillions avec les gens. Si vous regardez les numéros de Revue Noire, nous avons toujours pris des gens qui écrivaient localement, nous avons toujours pris des gens qui participaient totalement à la revue. Les photographes étaient des photographes locaux, etc., etc. Non, il me paraît intéressant, quand on parle de contemporanéité, de savoir que la contemporanéité, c'est un mouvement. C'est pour ça que les historiens de l'art sont un peu coincés, parce qu'ils travaillent avec l'histoire. Alors que la contemporanéité, c'est quelque chose qui bouge, qui change, et c'était évidemment nécessaire et indispensable d'aller voir ce qui se passait sur le terrain et d'en discuter avec les gens. Et sans a priori, ne pas faire comme, je crois que c'était Monsieur Poubelle, pas l'inventeur de la poubelle, mais un commissaire dont on ne parle plus maintenant, un spécialiste de la photographie soi-disant, qui tout d'un coup écrit un texte en disant « La photographie en Afrique, c'est le studio ». Donc voilà le genre d'ânerie que nous ne voulions pas entendre et surtout que nous n'allions pas contribuer à voir exister. There seemed to be at the time this tension between traditional and modern and contemporary African art. I'm thinking of Ernest Mankoba's words in 2003 during the interview with Hans Ulrich Obrist, where he says that his work was regarded as not European enough, and that people in the art world felt that he had lost touch with his African roots. The Cobra group felt that about his work too. Much later, Rotimi Fani Kayode was rejected in France and described as an imitation of Mapplethorpe. So everything was compared to what had previously been done in Western art. So on the one hand, not good enough for the avant-garde European art, and on the other, not authentically African enough because of Paris and the Western influence. Can you comment on that? Très brièvement, je me souviens d'une conférence que nous avions faite au Japon. Il y avait un grand curateur japonais
qui, parlant des artistes qui étaient présentés dans l'exposition, disait ils ont un peu perdu leurs racines, ils se sont occidentalisés, etc., etc. Et je sais que j'ai demandé à ce grand commissaire pourquoi lui n'était pas venu faire la conférence en kimono. Oui, moi je venais pas travailler en boubou non plus. Mais c'est comme s'il y a un incident dans la rue, on a 15 témoins, vous aurez 15 versions différentes de l'histoire. Et tout dépend de quel côté on regarde les choses. Donc cette version très eurocentrée où on se triture le nombril, ben forcément nous on était un peu la graine de la subversion, mais le but c'était pas d'être la graine de la subversion, c'était juste de montrer la vérité de ce qui se passait. Et qu'il y a encore aujourd'hui, dans ce que je fais depuis 16 mois, ça je me rends compte d'être revenu sur Paris, qu'il y a encore des gens qui ont des œillères et qui ont de la bouse de vache dans les yeux, dans les oreilles. Et ces gens-là, il faut juste passer son chemin et leur souhaiter bonne fin de vie. Tu ressors d'une réunion comme ça? C'est la tata flingueuse. I mean, still on Ernest Mancoba in Paris, because there was the exhibition just now at Pompidou by Alicia Nock. But Ernest Mancoba was also not in touch with the Negritude movement of Césaire and Senghor, even though he was in Paris at the same time. And in the interview with Obrist, he says he did not agree, even if he met Césaire and Senghor, he felt he did not agree with the ideals of the Negritude movement and felt that he did not need to prove himself to be equal to the French or Europeans, as a person, that is. Can you comment on this? I mean, looking back, from the 1920s, also in Paris, the artists who came into the art schools from Africa from that time, in that kind of context. Simon, maybe? Ngoni? Je vais intervenir en tant qu'observateur suisse. Ces histoires d'africanitude. Mais Ngoné disait tout à l'heure une chose très simple, l'histoire s'écrit de multiples façons, et je crois qu'il y a un moment des gens qui expriment leur frustration d'une façon ou d'une autre, et je pense que peut-être pour tous ces étudiants, c'était frustrant d'être en France, c'était frustrant d'être un sujet colonial, c'était frustrant etc., etc. Les Noirs américains ont fait la Harlem Renaissance un peu sur les mêmes raisons. Donc il y a un moment où on crie haut et fort qu'on est noir au cas où ça ne se voyait pas. Là, ça me rappelle une anecdote. Ray Charles est interviewé, etc. Et on lui dit, non, c'est quand même formidable, aveugle, pauvre, vous sortez de la banlieue et vous avez fait carrière. Il dit, oh, ça aurait pu être pire, j'aurais pu être noir. Et bon, il était aveugle. Mais donc, il y a des gens qui ont vécu une histoire. C'est comme dans ton pays, là, on comprend que tout d'un coup, un nègre veuille négroyer quand il y a eu l'apartheid. Donc, ce sont des périodes historiques, mais ensuite, voilà, quoi. Ce sont des périodes historiques. Juste dire qu'on était dans une optique politique qui a fait qu'on a pu nous-mêmes, en tant que blancs, se dire on va faire quelque chose ensemble, on se posait la question de la couleur, et parce que nous étions dans une optique, il faut bien voir qu'en 89, il n'y a pas que la célébration française du bicentenaire de la Révolution, il y a surtout la chute du mur de Berlin. Et cette chute du mur de Berlin, c'est la fin. C'est presque un nouveau monde qui se crée dans notre esprit. On va fabriquer un nouveau monde avec de nouveaux critères qui ne seront pas de cette opposition capitaliste, communiste ou des choses comme ça. Et on est dans une autre optique. Je veux dire, c'est pas un hasard si
Jamais dans Revue Noire, vous aurez des citations lourdes de Senghor ou de Césaire et des références à la négritude. On n'est pas du tout dans cette problématique-là. Et je ne sais pas, enfin, là, je préférerais laisser la parole un petit peu à Goneb, c'est de dire on ne se pose pas cette question-là. C'est aussi bizarre que ça puisse paraître. Je crois qu'on ne se la pose pas parce que je dis souvent, en Afrique, tout le monde n'est pas noir. Hein. Donc, il ne faut pas l'oublier non plus. Donc, même si la revue s'appelle Revue Noire, moi, je suis arrivée après, donc j'imagine que c'est un clin d'œil. Mais tout le monde n'est pas noir en Afrique et tous les Africains ne sont pas noirs. Voilà. Et tous les noirs ne sont pas africains non plus. Donc, c'était pas ça la question. Il faut que ce soit clair. Et moi, ce qui m'intéressait justement dans ce projet et pourquoi j'ai lâché l'architecture sans trop de regrets, justement, c'était ce côté investigation, aller à la rencontre des autres, de découvrir des pays dont j'avais entendu parler petite par mes parents ou dans les livres d'histoire, de rencontrer les vétérans des guerres d'indépendance et de reboucler la boucle, de voir le contexte dans lequel les artistes évoluaient et qui débouchaient sur des productions intellectuelles et artistiques et de pouvoir poser des tonnes de questions par rapport à des gens qui avaient été témoins et protagonistes de l'histoire et qui n'étaient pas dans une tambouille locale, mais comment est-ce que leur histoire se raccrochait à l'histoire du monde, tout simplement. Et je pense que c'était ça qui était intéressant. Et d'ailleurs, nous, dans nos discussions, on ne s'est jamais posé la question de la couleur, y compris quand on choisissait pour le magazine les artistes, parce qu'il fallait forcément faire des choix. Mais le choix, c'était le choix de la qualité artistique, de la qualité intellectuelle, et peu importe la couleur, peu importe le genre. On n'était pas dans des cases où on disait il faut tant de femmes, tant de teint clair, tant de teint chocolat, tant de ceci, tant de PD. Ou tant de courtes, hein, puisque tu parles de BD. Voilà. Donc, ce n'était pas du tout la question. Et c'est ce qui nous a rassemblés, malgré nos différences, parce qu'on parle souvent de Revue Noire comme si c'était une entité. On est très différents tous les quatre. On s'est beaucoup pris la tête dans les comités pour justement se poser ces questions de façon très libre. Pourquoi est-ce qu'on fait tel magazine? Pourquoi est-ce qu'on fait tel numéro? Pourquoi tel artiste? Pourquoi pas tel autre? Pourquoi est-ce qu'on fait un film? Pourquoi est-ce qu'on fait un CD? Pourquoi est-ce qu'on fait une expo? Pourquoi on fait une conférence? Chacun avec son vécu, avec sa personnalité. Et c'est l'addition de ces fortes têtes qui à chaque fois faisait un numéro. Je voulais juste ajouter une chose, n'en déplaise aux affreux centristes qui croient qu'ils détiennent la vérité absolue. D'ailleurs, beaucoup de ces affreux centristes ne connaissent qu'un pays, encore très mal. Donc, je vous ai dit que quand j'ai rencontré ces deux jeunes gens-là de l'Afrique, je connaissais le Cameroun. Ils me racontaient des histoires de leurs aventures au Mali, au Burkina Faso, etc. Je me disais, tiens, il y a des gens qui connaissent l'Afrique. Voilà. Je ne la connaissais pas et ce n'était pas un problème. Okay, I'm going to ask a little bit some more difficult questions. I will start now with some difficult questions. Let's leave Magicians de la Terre. We won't answer that one, but let's answer some at least. Was there a push from Revue Noire, the team, I mean, to encourage African artists to be more modern, more contemporary, perhaps in the image of the West? And I will play devil's advocate here. Was Revue Noire a civilizing project? Là, il faut que ce soit moi qui réponde, puisque des quatre autour de la table, je suis celle qui est née sur le continent, donc je suis de Dakar, c'est là où j'ai grandi. Une mission civilisatrice, toi tu cherches vraiment des problèmes. Tu crois que j'ai lâché l'architecture avec un job bien payé pour aller dans une mission civilisatrice, même si j'avais un grand-père colon au Mali. Mais c'est normal, il était au Mali. Et il était noir. Donc voilà, comme quoi l'histoire coloniale, elle est beaucoup plus complexe, comme ça tout le monde se calme. Et de croire aussi qu'on peut demander à un artiste qu'on a publié, est-ce que ça veut dire qu'on a transformé, à l'époque en plus, il n'y avait pas le numérique, hein. Donc moi je me souviens, on revenait de voyage et on développait la pellicule. Et puis parfois, toutes les photos étaient pourraves. Hein. Et puis il y avait Pascal qui pétait un câble parce que les photos étaient pourrables, mais il fallait faire avec. Donc on a pris ce qu'on a trouvé.
Donc c'était un peu, voici les faits, voilà une photographie de cette ville au moment où on y passe. Et on a monté localement un comité éditorial avec des journalistes, des écrivains, des photographes de la ville, des locaux. C'était ça l'idée. Donc il n'y avait pas de modernisation, de transformation, d'instrumentalisation. On a présenté les œuvres et les artistes qu'on a croisés et qui nous ont inspirés. Donc de croire qu'on a manipulé, ça veut dire que tu fais plus que l'avocat du diable. Ça veut dire qu'on était en train d'essayer de prouver qu'il y avait de la contemporanéité dans un continent où il n'y en avait pas. C'est hyper tordu, ça. Bouge pas. On va en rajouter une petite chose. Oui, non seulement... C'est pour discuter, quoi. Oui, c'est juste... On va discuter. Non seulement c'est pas faire l'avocat du diable, mais ben, pour un Sud-Africain, c'est avancer en terrain dangereux. On croirait le Kagemusha qui demandait pourquoi les gens s'habillaient en jean. Je veux dire, j'ai une définition de la contemporanéité. Pour moi, la contemporanéité, c'est le mouvement. C'est une espèce de marche en avant perpétuelle. Alors, quels sont les endroits où ça marche en avant tout le temps? Est-ce que c'est Paris ou Londres? Si tu vas au Caire après un an, tu reconnais plus le Caire, il y a des choses qui ont bougé, etc. Les gens absorbent tout, etc. Ils parlent tous au moins 50 langues. Un Américain moyen n'a pas de passeport. Alors, de quoi tu parles? Enfin, c'est même pas de la provocation, ça, c'est de la masturbation. Non, je ne vais pas aller plus loin. C'est des chutes qui ne peuvent pas être reprises, ça. C'est littéraire. Merci pour les réponses. Simon, merci. Non, moi, je voulais juste te dire une petite chose. Vous avez une exposition au Palais de Tokyo qui est assez sympathique parce qu'elle est très ouverte sur les critères esthétiques. Elle a fait princesse, princesse, prince et princesse. Vous avez vu ça, il y a des choses qui sont bien, justement, on sent bien qu'il n'y a pas de conformisme, il y a une expression. Par contre, qu'est-ce qui s'est passé? C'est justement des gens qui sont allés se promener, qui ont fait des choix. Nous ne sommes pas allés nous promener et fait des choix. Nous avons chaque fois créé un comité de rédaction sur place. Nos choix étaient... bien sûr qu'on a choisi avec des gens avec lesquels on travaillait, avec lesquels on avait une affinité. C'est-à-dire c'est toute la différence entre prince, princesse et revue noire. Et pourtant, prince, princesse, c'est sympathique, c'est bien, c'est intéressant. Mais on voit bien que la démarche n'a rien à voir. Il disait, je vais me montrer enfin ce que les villes, sur l'ensemble du monde, comment elles fonctionnent. Ben non, justement, il a montré ce qu'il a vu, lui, comme voyageur, comme étaient avant les grands reporters de Paris Match ou de Géo qui montraient les pays. Il a fait ça à sa façon, made in Palais de Tokyo, quoi. Bon, merci. So some more easier questions. Let's go back a little bit. Something to tell us a bit more about Revue Noire. But I think also about the 1990s, because Revue Noire was created in 1991, the first one, in Paris. So I'm thinking here of artists like Rotimi in London. Of course, AIDS was a very big issue at this time. Also the stigma and taboos around being gay at this point. Jean-Michel Basquiat he died in 89? 88, yeah. So maybe give us a bit of the context of the 90s, when Revue Noire was created. What was it like? What was the context like at this time? Alors, comme Gonnet l'avait dit, en 90, il n'y avait pas d'Internet. Le téléphone ne marchait
pratiquement pas sur l'Afrique encore, et très cher. Donc peu de communication. Et c'est vrai que dans le monde de l'art, il y avait un centre, c'était l'Occident, quoi. Et l'histoire de l'art, c'était l'histoire de l'art occidental, point final. Et en photographie, c'était pareil. À l'époque, il y avait des histoires mondiales de la photographie qui étaient publiées, où il y avait des photographes européens, américains, et une petite sélection de photographes japonais, très occidentalisés d'ailleurs, et c'est tout. Donc tout le reste du monde n'existait pas. Ni l'Amérique latine, ni l'Asie, ni l'Afrique, bien sûr. Alors le contexte, il y avait, que ce soit à Paris ou à Londres ou ailleurs, c'était à peu près pareil. Hein. Il n'y avait pas d'exposition, enfin il n'y avait dans aucune exposition thématique, il n'y avait d'artistes venant d'autres continents que de cet Occident. Des Paris, quand il y a des artistes étrangers. Oui. Les artistes étrangers, c'était ceux qui vivaient à Paris ou à Londres ou à New York. Oui, même. Ah, Ok. Bon. C'est vrai que pour rebondir sur ce que disait Pascal, il y a un type qui a fait une exposition formidable à Beaubourg dans ces années-là, qui s'appelait Les artistes face à l'histoire. Et ben, en allant voir cette exposition, on a l'impression qu'il n'y avait d'histoire qu'en Occident. Et encore, dans un Occident très précis. Voilà le contexte. Je me souviens, en 91, Yann Hout, qui est devenu un grand ami de Pascal Martin-Taillou et de plein d'autres gens, nous étions dans une conférence, j'étais jeune et féroce à l'époque. Il dit, je reviens en Afrique, j'ai rien vu, il n'y a rien, il n'y a pas d'art contemporain. Bon, après l'avoir un peu insulté, je lui ai collé le premier numéro de Revue Noire sous le nez, et puis il a invité des Africains dans sa documenta, donc tout d'un coup ça existait. Donc, simplement de croire, c'est une époque qui pense qu'en dehors de soi rien n'existe, et que tout ce qui existe c'est ce qu'on a vu. Et qu'on n'a pas vu grand-chose, à part Bourg-en-Bresse, on a du mal à parler d'un peu plus loin. Ça n'a pas beaucoup changé. On that note, Ngoné, oui, non, ça va, je comprends. But would you say that you were, as the four of you, were you outsiders in Paris? Like not in the mainstream of Parisian artistic society, or were you also part of the mainstream? Ça dépend ce qu'on appelle par mainstream. Nous, on ne se positionnait pas en référence à ce microcosme. Nous, on se positionnait dans le vrai monde. Donc après, il y avait des petites poches de gens qui tournaient en rond, comme des toupies, contents de tourner en rond et pensaient tout savoir. Et puis, tu avais un monde à 360 degrés. Nous, on était à 360 degrés. Et on n'était pas là pour chercher de la reconnaissance ou pour être accepté dans des clubs. On a créé, nous, un centre. Et on est devenu le centre. On pourrait nous décrire comme étant des aristocrates anarchistes. Il y a une petite dimension par rapport au contexte qui est intéressante. À l'époque, il n'y avait pas de marchands. Il n'y avait pas de marchands, il n'y avait pas de critiques, il n'y avait pas d'historiens. Il n'y avait pas de marchands, ça veut dire qu'il n'y avait pas d'argent qui tournait autour de ça. Comme il n'y avait pas d'appétit non plus du côté des musées et des institutions. Donc on était libre de faire ce qu'on voulait. On n'était pas emmerdés. Personne ne nous emmerdait parce qu'ils ne comprenaient rien. Ils voyaient nos trucs arriver. Ils disaient, oui, c'est marrant ce que vous faites, mais c'est tout. Alors que ce qui a changé terriblement, c'est que maintenant, vous êtes dans un marché, vous avez maintenant des collectionneurs qui, en principe, ont la prétention de vouloir connaître et embrasser les choses. On est dans un monde totalement différent. Donc, nous n'étions pas tributaires. Cet argent-là, malheureusement, on ne l'a pas eu, mais en même temps, heureusement, nous ne l'avons pas eu.
Okay, I think you've answered my next question, which was about the situation of African artists in the 1990s with regard to international recognition. So maybe you touched on this a bit. Unless you want to add something, Simon or Ngoni? No. But can we say that, I mean, I know in the text you are always talking that it was about form, you know. Revue Noire was about the form of the visual and of the text and other things, but form was very important. But in many ways, I mean, was Revue Noire a political act? Toute prise de parole est politique, mais au sens grec du terme, mon camarade. Quand on parle et on s'exprime, on pose un acte. Et la politique, comme tu le sais, c'est l'organisation de la cité. À part que notre cité dépassait de loin l'Hexagone et dépassait même l'Afrique. Notre cité était en Amérique, était dans les Caraïbes, était un peu partout. Donc oui, en ce sens-là, oui. Mais si c'est au sens... les hommages à Jacques Chirac au sens chiracien, absolument pas. C'est l'action qui déterminait nos choses. Et d'ailleurs, les spécialistes de la spécialité qui nous disaient « oui, Revue Noire ne publie pas de critiques, ne fait pas de théorie, etc. » Alors on disait « ça mettre là où on pensait ». Parce que les choses se révèlent par elles-mêmes, ou alors... mais en même temps, il faut bien qu'il y ait des spécialistes de la spécialité, sinon... Toi qui vas être PhD, il faudra bien que tu enseignes quelque chose. Non, mais il y a Pascal. Non, mais non, et là il part en plein délire, il dit que je dois dire quelque chose parce que je suis activiste, donc militante. Non, je ne le suis pas, j'ai juste une grosse voix et que je parle, on m'entend jusqu'en Chine, comme dit ma grand-mère, et qu'on a tous nos convictions, mais mais il y avait rien de politique. Enfin, moi, quand j'ai accepté l'invitation de Jean-Loup de rejoindre cette aventure éditoriale, je me suis pas dit, je lâche... mon rotring, puisqu'à l'époque on grattait, il n'y avait pas encore l'informatique en architecture, je ne me suis pas dit, ça y est, je prends un étendard et c'est un projet politique. Mais rétrospectivement, oui, parce qu'on était un peu le poil à gratter de tous ceux qui racontaient des bêtises et que la revue, c'était la preuve qui tue que non. Justement, Tunis, qui a de la contemporanéité, qui a des artistes contemporains, des artistes qui sont connectés à leur monde aujourd'hui, alors qu'il n'y avait ni Internet, ni tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Mais n'empêche que les gens étaient en résonance avec le monde entier. Et cette revue, c'était juste là pour dire... Arrêtez de raconter des conneries, on le voit. Donc aujourd'hui, effectivement, rétrospectivement, les gens se disent « Ah, c'est une revue qui a compté ou qui compte ». Mais à l'époque, les gens nous voyaient comme quatre zombies ou des moutons noirs ou nous regardaient de haut parce que justement, aucun de nous n'avait fait d'études d'histoire de l'art, de critique d'art, et c'était pas du tout ça le propos. Mais on n'était pas des militants du tout, hein. On faisait juste ce qu'il fallait parce qu'on avait envie de le faire et qu'il fallait que ce soit fait. C'est tout. Mais tout ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de pensée. Tout ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de recherche. Et que la recherche, ce n'est pas seulement de la recherche scientifique faite par des universitaires, surtout dans ces domaines-là. Et que la pensée, ça existe en dehors de la pensée liée à une lecture de l'histoire de l'art occidentale. Donc tout ce qu'on a voulu faire, c'était justement d'être à côté et pas être dedans. Et on pense toujours, et on est toujours convaincu que le monde des formes a son autonomie par rapport au langage écrit et parlé. S'il y a des formes, c'est parce que justement, l'écrit et la parole ne sont pas capables de pouvoir transmettre un morceau de réalité. Et ce qu'il y a d'universel dans l'art, ce qui fait que tout le monde peut regarder tout, sans se poser des questions, et même quand vous regardez de l'art pariétal, on ne sait même pas qui c'était ces gens-là qui faisaient ça, enfin de l'art de la préhistoire, parce que tout d'un coup, on est en contact avec quelque chose qui nous raconte une histoire, ou qui nous touche, ou qui nous bouleverse, ou qui nous met en contact avec le spirituel, ou tout ce que vous voulez. Et c'est ça qui nous intéresse, c'est pas autre chose, quoi. Oui, quand Jean-Loup parle de formes, c'est pas seulement les formes dans l'art visuel, hein, c'est aussi les formes en littérature. Hein. Écrire, vraiment écrire, c'est donner une forme à l'écriture, quoi.
Et je pense que c'est pour ça que petit à petit, au-delà du magazine et des publications papier, on a commencé à produire des films, on a produit des CD, qu'on a commencé à monter des expos, qu'on a commencé à faire des tables rondes. Tout ça, c'est lié. Et ce n'est pas un hasard si on parle d'art visuel. Et que moi, encore aujourd'hui, quand je vais dans une expo et que je dois lire 15 pages pour comprendre une œuvre, j'ai un problème. C'est bon. Okay, this one, when in your opinion did contemporary African art start? Or let me put it in another way. When did African art start to be viewed as contemporary? Who is viewing? Yeah, well, exactly. But maybe you can talk about that. No, I can't talk about who is viewing. Je peux pas parler de... La question, c'est, parce que c'est important, Ouais. à partir de quel moment l'art africain a commencé à être vu comme... Je dis, mais qui sont les voyeurs? Je suis pas un voyeur, moi. No, this question, in fact, I posed to Jean-Loup previously. And in fact, because what is very interesting is that also a lot of artists from Africa studied in London, in Paris, in some of the capital art cities of the world, in the Western context, and returned to the countries. I'm thinking also of South Africa, Sokoto, Mankoba, and before that there were lots of white artists, Pierre Neef, Emma Stern, Maggie Laubser, who studied in Germany. And so there was this kind of interaction with modern art in the capital centers. And Jean-Luc, you told me once in one of the informal discussions we had that, you told me something. So I'm trying to share that with the audience. I don't want to put your words, so you must tell us when did contemporary African art start? Or let me say, when did African art start to be contemporary? So answer in whichever way you want. Bon, on a fait un truc qui s'appelle l'anthologie de l'art africain qui commence au début du 20e siècle. Expliquez un peu peut-être. Non, et puis par rapport à un truc que tu racontais, exactement. Elana Tsui n'a jamais étudié en Europe, Santumo Fokeng n'a jamais étudié en Europe, John Alexander n'a jamais étudié en Europe. Parce que j'ai l'impression que tu étais en train de... Enfin, je ne sais même pas s'il a étudié, mais il n'a jamais étudié en Europe non plus. Non, parce que la manière dont la question était posée, avec plein de points de suspension, tu parlais de ouais, la plupart ont étudié en Europe, sont revenus, ça crée des interactions. Certains l'ont fait, mais pas... Oui, les Sénégalais, mais ça c'est différent. Ils étaient les prisonniers les mieux nourris dans le camp. C'est un camère de Suisse qui parle, hein, donc on va relativiser là. C'est un camère de Suisse qui parle à une Sénégalaise, donc forcément, je ne vais pas m'abaisser à répondre à un camère de Suisse. Non, mais effectivement, il a raison, Simon. Il y a certains artistes ont étudié en Occident, mais pas tous. Et il y avait des écoles d'art dans pas mal de pays et des révolutions artistiques et esthétiques qui sont nées au Soudan et au Nigeria, par exemple. Donc, et des grands artistes qui ont créé des mouvements. Là, je ne sais pas si tu es encore en train de faire l'avocat du diable ou si inconsciemment tu es encore en train de ramener la couverture à l'Occident. No, I know some of the answers, but I'm trying to ask these questions. So, because this is not easy, because in some ways we can talk about contemporary African art or the term contemporary African art emerging after Magicians de la Terre, emerging. No, I'm saying the term being used, the category.
Oui. Il montre des magiciens. Non, il montre des magiciens, il ne montre pas un seul artiste contemporain. Puis attendez, je veux dire, Simon a dit qu'effectivement l'art contemporain c'était un mouvement, mais il y a aussi des gens qui sont convaincus que l'art contemporain, enfin que c'était du mouvement. Il y en a d'autres qui sont convaincus que c'est un mouvement qui est daté, qui commence aux années 60, il va se terminer bientôt. Donc on est comme dans l'art moderne, etc. Nous sommes il y en a qui ont créé des conventions. Il y a des bouquins qui existent, ils te disent c'est de l'art contemporain, c'est ça, et c'est pas autre chose. Alors nous, on a toujours voulu que l'art contemporain, soit d'aujourd'hui, quoi, en quelque sorte. Donc effectivement, on a un petit problème de terminologie. C'est pour ça qu'à la fin, on glissait non plus vers l'art contemporain, mais vers les expressions contemporaines, ce qui faisait qu'on sortait de la gangue de cette espèce d'histoire de l'art qui avait voulu mettre un cadre à ce qui est l'art contemporain, et qui existe toujours. C'est un cadre. Il y a un cadre de l'art contemporain qui existe. Un cadre tenu par effectivement un certain nombre de critiques, mais depuis longtemps, hein, je veux dire... Depuis 30 ans, on sait ce que c'est l'art contemporain si on veut que ce soit un mouvement. Mais si c'est du mouvement, c'est pas pareil, quoi. Thank you, Jean-Luc. I was looking for something like that. Thanks. Non. Merci. Tu contribues beaucoup ici, ce soir. Okay. We talk about literature because Rivenois, there was a lot of emphasis on literature. And what were your objectives with the inclusion of literature? C'est pas l'inclusion de la littérature. Il y a plein de détournements sémantiques. Art contemporain en est un. Art contemporain africain, c'est n'importe quoi. Parce que tu sais bien que l'Afrique n'est pas un pays. Mais il y a l'autre chose, c'est que quand on dit art, il y a des gens, ils vous disent « je suis un artiste ». Alors je leur demande « mais un artiste de quoi ?» Parce qu'être un artiste, ça ne veut rien dire en soi. Et donc, l'une des classifications occidentales, les arts, c'est ceci, c'est cela, et ça se sépare, ne nous intéressait pas. Donc, nous n'avons pas inclus la littérature. La littérature faisait partie des formes de création, donc elle était là. Et si nous n'avons pas mis de musique au début, c'est parce que comment écrire sur la musique? Et donc, dès que nous avons eu les moyens de faire entendre de la musique, nous avons fait entendre de la musique. Mais il n'y a pas d'inclusion. C'est surtout le système inverse qui exclut. Nous, tout ce qui est expression contemporaine entrait dans le magazine. Donc, si tu veux parler de littérature, parlons de littérature, mais ne parlons pas de son inclusion dans le magazine. Merci. Ok, yeah, je sais pas. Mais ça va, c'est une bonne image, oui. Le temps où on avait des carrousels, c'était mieux. Oui. Et Christopher Miller, author of Theories of Africans, says that African fiction tells us much more about Africa than anthropological accounts by outsiders ever will. Et what does African fiction allow us? Non, mais d'abord, ton Miller, il est bien gentil, mais je pense que Garcia Marquez nous dit beaucoup plus sur la Colombie que tous les colombianistes. Donc, c'est pas quelque chose de propre à l'Afrique. Écoute-moi quand je te réponds. J'écoutais pas parce que je l'aidais à résoudre son problème technique. Quoi, la fiction? Ce que la fiction nous dit? Ben, je sais pas. Qu'est-ce que la fiction te dit à toi? Non, c'est pas moi qui... Pourquoi pas toi? No, but Simone, I think you must also elaborate on this a bit, as you wrote 4 novels, and so come on, tell us a little bit more. Je vais vous dire un peu moins. Parce qu'il cite un spécialiste de la littérature africaine. Je ne sais pas si un truc pareil existe, parce que c'est comme les spécialistes de l'art africain. Et la citation qu'il fait s'applique à n'importe quelle littérature au monde.
Donc je ne vois pas ce que je veux lui répondre. Parce que je peux te répondre. La vraie littérature, c'est des gens qui parlent de choses qui se passent dans leur triple, qui ont des émotions tripales, comme dirait notre camarade Pascal, je vais faire tes bêtises, Pascal Martin Taillou. Et donc forcément, si y a oui, enfin, voilà, je ne partage pas toutes les émotions de notre Pascal. Non, la littérature, c'est la littérature. Évidemment, quand Sonny Labutanzi écrit, il écrit de là où il écrit. Et ça ne l'intéresse pas. Il insiste pour qu'on réponde, mais il est dans sa technologie. Non, ben voilà, j'ai élaboré, mais tu n'étais pas là. Non, c'est enregistré, donc je suis là. Excuse-moi. So look, it gets a bit easier after this. No, but would we say that Rivenoir also played a role among artists in creating an awareness by exposing the artists in one country to the work of other artists on the continent and the diaspora? And how did this play out in your experience? J'ai encore pas compris. T'as compris quelque chose? Attends, je ne peux pas le croire, là. C'est moi qui ai résolu les problèmes techniques et je suis la seule à écouter. Il demande si le fait qu'il y ait ce magazine, ça permet aussi aux artistes d'un pays à l'autre sur le continent de savoir ce que les autres faisaient. C'est à moi de répondre même. Oui, ça a permis à ça, puisque l'avantage de ce magazine, c'est qu'il était quand même disponible dans pas mal de pays, sur le continent et même en dehors, hein, puisque moi j'ai retrouvé des exemplaires à la bibliothèque de San Antonio au Texas. J'étais assez choquée. Effectivement, ça a permis à différentes générations de savoir ce qui se faisait ailleurs, même si les artistes avaient des opportunités de rencontres à travers les workshops comme les Tupelo Workshops dans les années 80. Mais effectivement, il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas Internet. Donc il faut se rappeler de tout ça. Je me souviens la première fois qu'on a eu une adresse email et que notre traductrice nous a envoyé le fichier de traduction par email où on a vu en 56K, on avait le temps d'aller prendre un café, le fichier progressait. C'est comme si tous les deux on avait inventé la Lune. Hein. On a pleuré, on s'est jeté dans les bras l'un de l'autre, avec Jane au téléphone en train de crier aussi, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Il n'y avait plus besoin de passer par les disquettes ou de les envoyer par scan, etc. Donc effectivement, pour les artistes, outre le fait que pour eux c'était une reconnaissance, donc tous ceux qui n'étaient pas dans le magazine, parce qu'il n'y avait que 64 pages, donc on ne pouvait quand même pas mettre tout le monde, eux étaient très frustrés. On recevait des lettres, puisque justement il n'y avait pas d'email, donc on recevait des lettres de menaces. Certains nous appelaient pour nous insulter, traître à ta race, ça je l'ai entendu souvent. Et pour les artistes, c'était intéressant aussi de savoir ce qui se passait ailleurs, et aussi pour les jeunes, puisqu'on montrait quand même des artistes de différentes générations. En tout cas, on essayait de faire ce travail-là. Ceux qui avaient la tentation de penser qu'ils avaient inventé la roue, ils s'apercevaient que la roue avait été inventée 20 ans plus tôt ou 15 ans plus tôt à l'autre bout du continent. Donc, autant nous, on apprenait et on découvrait en faisant, avec ces comités éditoriaux qu'on montait sur place. Mais effectivement, pour les artistes, ça leur donnait aussi une référence géographique. Je suis ici, voilà ce que je fais, je suis de telle génération, et qui fait différemment ou des choses similaires à moi. Et ça a aussi favorisé des rencontres et leur a permis, eux, de se positionner dans un autre contexte extra, on va dire, occidental. Il y a un dernier détail également, c'est qu'il y a même des gens qui découvraient des artistes de leur pays, qui étaient leurs contemporains, parce que nous parlons d'une époque que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Hein. Il n'y avait pas Instagram, etc. Donc, il y a des gens qui étaient « Oh, bah tiens, je ne savais pas qu'il y avait un artiste de tel pays, qui est mon pays, qui faisait des choses comme ça. » Oui, en plus. Something struck me during going through some of the editions, the issues, was edition 20, which focused on Paris. And I felt that this was a very important and deeply felt issue. No, well, in my going through, this is my feeling. Okay, so can you allow me to? Yeah. Merci.
And in the Paris edition, Simon traces the black intellectual and cultural history in Paris. And in an article entitled Paris, The Lost Illusions. And the theme generally of this issue seems to be one of many Africas. Many Africans of diverse origins, diverse histories, diverse geographies, diverse migrations to Paris, diverse cultures. And I thought that perhaps this is also the intention of Rêve Noir, more broadly speaking. That is to show the diversity of peoples of the African continent, in Paris as well, with this issue. That includes also the diasporas of the Indian Ocean and the Caribbean. Do you want to comment on that? La meilleure, je crois que c'était pas un numéro fameux, mais c'était le disque qui était probablement le meilleur, la meilleure chose qu'on ait faite dans ce numéro. Et ça montrait justement que Paris ne rayonnait en rien du tout. C'était même amusant de voir à quel point ce numéro était terne par rapport aux autres numéros des villes comme Kinshasa, Abidjan ou Johannesburg. C'était amusant de voir à quel point justement Paris n'était pas montré, que c'était plus une ville rayonnante du tout. Et à part le disque, la seule chose que je ne m'en souviens, c'est le disque, et puis surtout d'avoir pu travailler, d'avoir pu montrer un peu plus lourdement Chikaya Outamsi, qui est Patrice Félix Chikaya, le fils de Chikaya Outamsi. Qui est mort aujourd'hui et qui était un merveilleux photographe que vous avez eu en couverture. Voilà. Et donc, mais pour nous, ce n'était pas un numéro qui était dans les annales. Enfin, je ne pense pas, du tout. Et en plus, l'histoire de Paris que nous racontons, c'est surtout l'histoire des illusions perdues. Pour Paris, pas seulement par rapport à l'Afrique, mais par rapport au monde. Je veux dire, Paris vibrait au début du XXe siècle, Paris dort depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et puis dort de plus en plus d'ailleurs. Donc, et quand tu dis, c'était le moyen de rassembler la diaspora, etc., comme je te le disais tout à l'heure, mais tu étais peut-être préoccupé à lire la question d'après, nous avons fait des numéros qui étaient totalement dédiés à la diaspora. Le numéro 1 de la revue, pour bien dire que nous citions ailleurs, était un numéro sur Londres. Donc on n'a pas attendu Paris pour faire la diaspora, Dieu merci. On va commencer par là. Et c'est vrai que c'était une diaspora qu'on ne connaissait pas. La diaspora caribéenne et puis la présence indienne surtout, qui était à Londres, oui, qui était intéressante. Et c'est là aussi où nous avons mis le doigt aussi sur une création homosexuelle qui n'a pas jamais été représentée ensuite dans aucun autre numéro Revue Noire. Sauf dans le numéro photo, ensuite au numéro 3 un petit peu. Et c'était assez amusant de voir à quel point cette présence de l'homosexualité qu'il y a dans la première, dans le numéro 1 jusqu'au numéro 3, disparaît après, parce que tout simplement, il n'y a pas d'artistes à l'époque qui sont homosexuels ou qui se revendiquent homosexuels de près ou de loin. Et c'est vrai que, bon, nous étions très attentifs et on n'a rien vu de ce côté-là. Voilà. Donc Paris, c'était le bide. Au contraire, quand on a même fait ce disque avec des rappeurs, on s'est aperçu que c'était des homophobes, que c'était des horreurs, ces types-là, quoi. Enfin, c'était... Mais on a fait un très beau disque, par contre. Le disque est magnifique. Oui, I must come and pick up that disc. I didn't take it the last time. But I'm just going to ask the last question before we open up for some questions from the audience. Excuse us that we took a bit long, but it's important. I mean, all of you have worked now in the field of contemporary African art since 30 years. In the magazine, exhibitions on photography and contemporary African art. What is your opinion of contemporary African art since 1990s to now? What are the visible shifts?
Contemporary African art does not exist. L'art contemporain africain n'existe pas. Les artistes contemporains d'Afrique existent. Et cette formule de l'art contemporain africain, ça veut rien dire. Il y a les artistes égyptiens, sénégalais, camerounais, etc. etc. Voilà. Je pense que les shifts, c'est peut-être le marché. Hein. Ah, c'est Gonnet, parce que c'est elle qui est devant en ce moment. Ah oui, c'est quand même, je suis désolé. Non, je vais parler de ma vie d'avant la saison. Donc, pour moi, le shift, c'est, outre le fait qu'il y a une nouvelle génération d'artistes, il y a des scènes artistiques qui n'existaient pas. On n'avait pas fait de numéro sur le Kenya et l'Ouganda où les gens peignaient des mangues, des gorilles et des palmiers. Moi, j'y suis allée en 2015, j'ai quand même pris une baffe. Pareil pour la Zambie, pareil pour le Zimbabwe, qui a de jeunes commissaires d'exposition qui n'existaient pas, et des jeunes que j'appelle, je dis, qui se mettent la tête à l'envers parce qu'ils ne sont pas dans des couloirs de nage en disant les arts visuels c'est ça, la danse c'est ça, la performance c'est ça, et où tout est cloisonné. Donc c'est la création totale avec une totale liberté. Et c'est une des difficultés que je rencontre avec la chose que je pilote, justement parce que je suis confrontée à des institutions qui segmentent encore et qui n'ont pas cette approche qui pour moi est assez évidente, qu'un artiste, il peut faire un jour de la photo, le lendemain de la vidéo, le lendemain il fait du slam, après il fait une performance. La question pour l'artiste, c'est quel est le médium et le véhicule qui va mieux exprimer ou pouvoir communiquer ce que j'ai envie de dire. Et c'est ce qui m'intéresse, et c'est pourquoi je pense que je suis toujours dans ce domaine et que je ne suis jamais retournée à l'architecture. Je crois que maintenant c'est un peu tard, malheureusement. Mais c'est jamais trop tard, d'accord. Mais pour moi, la différence, elle est là. Et qu'on n'est plus aussi dans un monopole du discours occidental sur ce qu'est l'art africain ou ce qu'est l'art en Afrique, et que les gens s'expriment, qu'il y a différentes justement plateformes, que ce soit des sites internet, des petits festivals, et que cette jeune génération, soyons clairs, n'en a absolument rien à péter de savoir ce que pense tel conservateur de tel grand établissement, de tel musée en Europe ou en Amérique du Nord. Et c'est cette pluralité et cette fraîcheur où ils ne sont pas là, en grande majorité, il y en a encore certains, mais en tout cas en grande majorité, en se disant il faut plaire à tel conservateur pour être repéré. Et ils sont tout le temps dans l'expérimentation, et aussi beaucoup, en tout cas pour ceux que moi j'ai pu croiser ces dernières années, qui ont entre 25 et 35 ans, dans la collaboration. Il y a un esprit collectif qui n'existait pas beaucoup, en tout cas dans les années 90, où l'artiste, c'était vraiment le solitaire dans son studio. Et effectivement, je trouve que c'est bien plus intéressant aujourd'hui que dans les années 90, si je peux comparer. Mais je pense que c'est lié aussi au contexte dans lequel on vit, quoi. Merci, Ngoné. We can always count on Ngoné to express. No, I mean, it's a good lesson to your other guys for the future. But maybe it's time to open it up to questions that you want to ask the panel, please. Are there any questions? There's the first one at the back. Is it oui. Lucy? Bonsoir. Que sont devenus les membres qui ont constitué les comités de rédaction de certains pays? Et est-ce que certains ont eu envie et ont créé des bébés revues noires, des revues locales? Non, je crois d'abord qu'il n'y a pas de bébé revue noire à fabriquer, mais les uns et les autres sont devenus actifs dans leur truc, ils sont mis à faire. Et je veux dire, revue noire ne peut pas avoir de bébé, puis c'était pas l'objet. Je pense que les gens ont travaillé et ont pris l'habitude de travailler. Je pense aussi que quand Ngoné parle des collectifs qu'il y a de plus en plus aujourd'hui, nous avons mis ensemble des gens, même dans les pays, qui ne se fréquentaient pas nécessairement.
Et je crois que rien que ça leur a donné envie de se connaître un peu plus, peut-être. Parce que comme si on prend l'Afrique du Sud ou d'autres endroits, on était encore sous les canons académiques. Donc les écrivains étaient dans leur coin, les autres étaient dans leur coin. Quand nous réunissions tous ces gens, ils se découvraient, se mettaient à travailler ensemble, enfin, selon affinité. Mais là, Gonnet parle de gens qui ne savent même pas ce que c'est Revue Noire. Hein. Mais bon, je pense pas qu'il y ait eu des bébés particulièrement. Je pense que les choses évoluaient très vite dans les années 90 dans tous les domaines. Oui. Any more questions? Everybody understood and no more questions, actually. It was so boring, I had nothing to say. So Ngoni says it was so boring that you have no more questions. They want to go and saw the glasses outside. No more questions, really? Pascal? No? Okay, then if there's no questions, if you are really sure there are no questions, then we can adjourn for some drinks in the lobby. And thank you, everybody, for coming. And thank you to our esteemed panel for And thanks to the MC. contributing and giving me a difficult time.